Le matin du 17 décembre 2024, le lieutenant-général Igor Kirillov est sorti d'un immeuble résidentiel sur l'avenue Riazansky, dans le sud-est de Moscou, à environ 7 km du Kremlin. Il était le chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique de la Russie, l'un des officiers les plus hauts gradés de toute l'armée russe, au cœur de la capitale la mieux protégée du pays. Une trottinette électrique était garée près de l'entrée. Quand Kirillov et son assistant sont passés, elle a explosé. Les médias d'État russes ont ensuite estimé que l'engin contenait environ 300 grammes d'équivalent TNT, suffisamment pour briser les vitres de l'immeuble d'en face. Les 2 hommes ont été tués sur le coup. En quelques heures, une source au sein du service de sécurité ukrainien, le SBU, a confirmé à plusieurs médias occidentaux qu'il s'agissait bien de cela. Leur opération, menée un jour après que les procureurs ukrainiens ont officiellement inculpé Kirillov pour avoir supervisé l'utilisation d'armes chimiques interdites. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pendant des années, la Russie affirmait à son peuple et au monde que son territoire était intouchable. La guerre en Ukraine était quelque chose qui se passait loin, sur le sol de quelqu'un d'autre, et la Russie contrôlait totalement la situation et était en train de gagner. Pourtant, l'un de ses plus hauts généraux a été tué par une bombe sur un scooter à quelques minutes de la place rouge. Que ce soit un meurtre ou un assassinat, cela révélait ce qui s'était discrètement construit depuis plus de 10 ans. Voyons comment les services de renseignement ukrainiens sont passés d'une organisation brisée, infiltrée et à moitié effondrée en 2014 à l'une des forces clandestines les plus redoutées de la planète, et montrons le rôle que la CIA a joué dans sa construction. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à 2014 lorsque la Russie s'est emparée de la Crimée et allumé la mèche de la guerre dans le Donbass. Les services de sécurité ukrainiens n'étaient pas seulement faibles, ils étaient compromis de l'intérieur. En fait, le siège du SBU à Louhansk, qui se trouve dans le Donbass même, a été pris d'assaut en avril 2014 lors du prélude à la guerre dans le Donbass. Une analyse de Marek Siewiek, un officier de l'agence polonaise de sécurité intérieure et spécialiste des opérations des services secrets russes, suggère que le SBU avait en fait déjà été infiltré par les services secrets russes. Les faits bruts de ce jour-là ne sont pas contestés. Le 6 avril 2014, une foule s'est précipitée vers le bâtiment régional du SBU, et à la fin de l'événement, le siège était tombé et son arsenal était vide. Un stock entier de fusils de qualité militaire, de grenades et d'explosifs a disparu, ce qui suffisait à armer l'insurrection qui allait bientôt engloutir le Donbass et déclencher la guerre. La façon dont le bâtiment a été pris est singulière. Les officiers, y compris ceux de l'unité d'élite Alpha, avaient ordre d'abandonner même leurs pistolets de service. L'armurerie était protégée par des mines factices. Une garnison voisine de 12 000 soldats n'a envoyé aucun renfort, et les détenus qui avaient été arrêtés la veille au soir ont été relâchés dans la foule, où ils ont aussitôt aidé à mener l'assaut. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait être attribué à la panique ou à l'incompétence. Pris ensemble, les analystes polonais ont soutenu que le bâtiment avait en réalité été ouvert de l'intérieur. Son argument: la Russie n'avait pas à recruter individuellement des officiers. Elle pouvait s'appuyer sur les politiciens locaux qui les contrôlaient, les parrains du parti des régions dont les réseaux couvraient police, administration et services de sécurité. Mais même cela était en réalité une coïncidence. La preuve à l'appui de la faiblesse du SBU à l'époque était le témoignage de l'homme qui en a pris la tête après la révolution, Valentin Nalievichenko. Il a déclaré qu'il avait hérité d'un service vidé de sa substance, dont la direction précédente avait fui en Russie ou en Crimée, sans dossiers opérationnels ni armes laissées derrière eux. Il a décrit l'agence comme étant fortement infiltrée par le FSB russe, et il a affirmé être le premier chef du SBU à avoir réellement commencé à arrêter des agents du FSB en Ukraine. Rien ne prouve ce qui s'est passé à Louhansk, mais cela montre que le terrain s'y prêtait. Quand l'homme qui dirigeait le service dit qu'il était gangrené par des agents russes, la question de savoir si l'un de ses avant-postes a été remis plutôt que perdu cesse d'être une théorie du complot et devient une question raisonnable à poser. Voilà donc le champ de ruines dont l'Ukraine est partie. Le pays pouvait être réabsorbé dans l'orbite de la Russie, avec les héritiers du KGB aux commandes, où il pouvait essayer de construire de véritables services démocratiques, tournés vers l'Occident, à partir des décombres. Kiev a choisi la seconde voie. L'homme qui est devenu central dans cette reconstruction était Valéry Kondratiuk, qui a d'abord travaillé au sein du SBU, puis a ensuite pris la tête du HUR, le service de renseignement militaire ukrainien. En 2015, selon des enquêtes du Washington Post et du New York Times, la CIA a soutenu la création d'une nouvelle unité spécialisée du SBU, appelée la 5e direction,
qui combinait le contre-contre-espionnage avec des opérations spéciales. Cette unité a mis en place des réseaux d'agents dans les territoires occupés, mené des opérations de surveillance et lancé les premières actions clandestines contre les forces supplétives russes. Rien n'était acquis, et les Américains restaient très méfiants, à juste titre. Ils savaient que les services de renseignement ukrainiens étaient infiltrés par la Russie et redoutaient que leurs informations finissent vite à Moscou. Alors Kondratyuk a décidé de ne rien laisser au hasard. Il a remis une pile de documents militaires russes top secrets, essentiellement comme un cadeau, pour prouver que l'Ukraine avait un accès précieux et la discipline nécessaire pour le protéger. L'ex-officier des opérations de la CIA Ed Bogdan a déclaré à David Kiryashenko, Forbes, que l'état d'esprit ukrainien de ces années ressemblait à celui des Américains après le 11 septembre. Les officiers ukrainiens ont d'abord dû surmonter des décennies de méfiance soviétique avant que les Américains ne s'ouvrent à eux. Quand l'une des parties fournit régulièrement des informations utiles et exactes et prouve qu'elle sait garder un secret, l'autre commence à partager plus en retour. Pendant des années, les Ukrainiens sont assurés. Et voici la partie qui est importante pour l'histoire ici. L'Ukraine n'était pas simplement un simple bénéficiaire de l'aide américaine. De nombreux Ukrainiens parlent le russe comme langue maternelle, et les langues elles-mêmes sont étroitement liées. Beaucoup ont aussi de la famille, des amis, et une connaissance culturelle du pays contre lequel ils combattaient. L'Ukraine comprenait la Russie mieux que tout service occidental, ce qui lui permettait de fournir des renseignements à la CIA. En retour, la CIA bénéficiait d'une fenêtre extraordinaire sur l'armée russe et sur son processus de prise de décision. Parmi les contributions notables figuraient des éléments interceptés. Des éléments qui ont permis d'établir l'implication de la Russie dans l'abattage du vol 17 de Malaysia Airlines en 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine, et de poursuivre les agents russes responsables de l'ingérence dans l'élection américaine de 2016. Ainsi, à la veille de l'invasion à grande échelle en 2022, le dispositif se serait étendu à environ une douzaine des bases avancées secrètes le long de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, construites et équipées avec l'aide de la CIA, permettaient aux officiers ukrainiens de suivre les mouvements des troupes russes et de faire fonctionner leur propre réseau. Un témoignage indique que les Ukrainiens produisaient plus de renseignements sur la Russie que la CIA américaine ne pouvait en traiter dans sa principale station. Les deux services ont aussi lancé des opérations conjointes ailleurs dans le monde, ce qui, en renseignement, témoigne d'une confiance maximale. De cette période est née une nouvelle génération d'agents, totalement détachés du passé soviétique de l'Ukraine, et composés uniquement de personnes nées dans l'Ukraine indépendante. De loin le plus important d'entre eux était Kirilo Boudanov. Le New York Times a rapporté en février 2024 que Boudanov avait servi dans l'unité 2245, une formation d'élite du renseignement militaire qui a travaillé en étroite collaboration avec la CIA après 2015. Sa spécialité était de récupérer du matériel militaire russe, des équipements de communication et d'autres dispositifs qui pouvaient être démontés et étudiés à la fois par des analystes ukrainiens et américains. Boudanov a ensuite dirigé le GUR, et les officiers formés à cette époque occupent aujourd'hui les plus hauts postes de presque toutes les organisations de renseignement et de sécurité ukrainiennes. Ils sont devenus les architectes des campagnes que nous allons vous présenter. À présent, une caractéristique de ce système est que l'Ukraine dispose de deux grands services, qui se font ouvertement concurrence. Il y a le GUR, la direction du renseignement militaire principalement axée sur l'étranger, et le SBU, le service de sécurité intérieure. La rivalité entre les services de renseignement intérieur et extérieur, ainsi que les opérations clandestines, incite chacun à progresser et à obtenir des résultats. Que l'on accepte ou non cette façon de voir les choses, cette soi-disant rivalité a donné lieu à une série d'opérations extraordinaires, et nulle part cette course n'a été plus visible qu'en mer. Mais avant d'y arriver, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour suivre tous les détails militaires des opérations que nous allons mentionner et rester informé de toute l'actualité sur la guerre en Ukraine et la géopolitique mondiale. Lorsque la Russie a envahi en 2022, l'Ukraine n'avait pratiquement pas de marine à proprement parler. Elle a perdu la plupart de sa flotte quand la Russie a pris la Crimée en 2014 et a sabordé sa frégate amirale au début de la guerre pour qu'elle n'aille pas aux Russes. Sur le papier, la Russie contrôlait la mer Noire. Sa flotte a bloqué les ports ukrainiens, stoppant les exportations de céréales qui nourrissaient des populations de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, et a lancé des missiles de croisière sur les villes ukrainiennes. Mais en avril 2022, le croiseur Moskva, navire amiral de toute la flotte de la mer Noire, a pris feu et a coulé. L'Ukraine l'avait frappé avec 2 missiles anti-navires Neptune fabriqués localement.
Bien qu'il soit important de souligner le succès des forces militaires ukrainiennes ici, ce sont les services de renseignement américains qui ont signalé la position du Moskva et les services ukrainiens qui ont agi sur cette information. Le Moskva est devenu le premier navire amiral russe perdu au combat depuis la guerre russo-japonaise de 1905, et sa perte a forcé la Russie à retirer ses navires et à jouer la carte de la prudence. Cela a créé un nouveau problème pour l'Ukraine, qui a ensuite été résolu par le drone naval, et c'est là que l'improvisation ukrainienne est devenue véritablement révolutionnaire. Le SBU a conçu le drone maritime Sea Baby, initialement fabriqué avec des pièces de jet ski, de bateaux à moteur et d'électronique du commerce. Dans le cadre de cette rivalité, le GUR a développé le drone Magura pour poursuivre des opérations visant les ports russes, principalement en Crimée. Ces engins, petits, rapides, proches de l'eau, difficiles à repérer et chargés d'explosifs, pouvaient être contrôlés à des centaines de kilomètres via satellite. En effet, deux agences ukrainiennes rivales avaient chacune construit une flotte navale robotisée à partir de zéro. En février 2024, un essaim de drone Magura Vif 5 a coulé une corvette lance-missiles près de la Crimée. 2 semaines plus tard, ils ont coulé le navire de débarquement, César Kounikov. En mars, ils ont coulé le patrouilleur Sergei Kotov, estimé à 65 millions de dollars par l'Ukraine, détruit par des drones valant une infime fraction de ce prix. Selon diverses estimations occidentales, en mars 2024, l'Ukraine avait coulé ou mis hors service environ un tiers de la flotte russe de la mer Noire, et a forcé le reste à se redéployer, à l'est de Novorossiysk, à des centaines de kilomètres de la Crimée, trop loin pour menacer la navigation ukrainienne ou défendre la péninsule qu'ils étaient censés protéger. La même campagne, accompagnée d'opérations répétées du SBU, a frappé le pont de Kertch, le lien symbolique et logistique entre la Russie et la Crimée occupée, que Vladimir Poutine avait personnellement inauguré en 2018 en traversant à bord d'un camion. Puis les drones ont commencé à accomplir des choses que personne n'avait jamais faites auparavant. Le dernier jour de 2024, un drone Magura a tiré un missile modifié à guidage thermique et a abattu 2 hélicoptères russes, Mi-8 au large des côtes de la Crimée. C'était la première fois dans l'histoire qu'un drone naval détruisait un aéronef militaire. Au printemps suivant, un Magura Vif 7 amélioré, équipé de missiles Sidewinder fabriqués aux États-Unis, a abattu 2 chasseurs russes Su-30 au-dessus de la mer Noire, selon les responsables ukrainiens. Cependant, cela n'est qu'une facette de l'implication directe des services de renseignement ukrainiens dans l'effort de guerre. Pour avoir une vue d'ensemble, nous devons retourner sur la terre ferme et à la campagne dont la mort de Kirillov faisait partie. Cette mort n'était qu'une ligne dans un registre, et certaines frappes précédentes n'ont jamais été revendiquées. En août 2022, une voiture piégée près de Moscou a tué Daria Dugina, la fille d'un idéologue nationaliste russe de premier plan. Des responsables du renseignement américain ont ensuite estimé que des éléments du gouvernement ukrainien étaient derrière l'attentat, ce que l'Ukraine a nié. Au printemps 2023, une bombe dissimulée à l'intérieur d'une statuette a tué le célèbre blogueur de guerre russe, connu sous le nom de Vladlen Tatarsky, dans un café de Saint-Pétersbourg. La Russie a d'abord accusé l'Ukraine, avant de retrouver un militant russe qui avait en fait remis la statuette. 1 an plus tard, les rapports ukrainiens ont révélé que l'opération avait été entièrement orchestrée par les services secrets ukrainiens, utilisant le militant russe comme pion sacrifiable, ce qui a encore affaibli l'influence et le prestige des services russes. L'événement a également montré à quel point les opérations étaient devenues impitoyables, utilisant des citoyens russes dans des actions contre le gouvernement russe, avec 42 victimes dans le but d'éliminer des stratèges militaires de premier plan, des analystes et toute personne proche de Poutine. Au fil de la guerre, le rythme s'est accéléré, et les personnes visées remontaient de plus haut dans la chaîne de commandement. En avril 2025, une voiture piégée à Balakichka, juste à l'est de Moscou, a tué le lieutenant-général Yaroslav Moskalik, un chef adjoint de la direction opérationnelle principale de l'état-major général russe, qui avait autrefois participé au pourparlers de cessez-le-feu du format Normandie. Quelques jours plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir reçu un rapport du chef du renseignement extérieur sur la liquidation de hauts responsables russes, affirmant que la justice finit toujours par arriver, sans nommer Moskalik. En décembre 2025, une autre voiture piégée à Moscou a tué le lieutenant-général Fenil Savarov. Et en juin 2026, un commandant d'artillerie nommé Damir Davidov a été tué dans ce même quartier de Balachichka, à moins d'1 kilomètre de l'endroit où Moskalik est mort. Vous vous demandez peut-être l'utilité militaire de tout cela. Tuer un général ne fait pas gagner une guerre, c'est exact. L'Ukraine a soutenu que la valeur ici est en partie psychologique, à la fois pour les Ukrainiens,
qui voit des criminels de guerre être tenus responsables, et pour un public occidental qui découvre que la portée de l'Ukraine va plus loin que ce que l'on pensait. Mais il y a aussi une logique plus froide. Chacun de ces assassinats montre à chaque officier russe qu'un uniforme et un bureau à Moscou ne sont pas un endroit sûr pour planifier une guerre contre l'Ukraine. Les services de sécurité russes doivent ainsi consacrer beaucoup de ressources à surveiller leurs camps, protéger les leurs et traquer les fuites, au lieu de se concentrer sur le front. Les services secrets ukrainiens craignent aussi les conditions des plus grandes surprises ukrainiennes sur le champ de bataille. Les réseaux d'agents que la 5e direction et le HUR avaient mis en place dans les territoires occupés transmettaient aux forces ukrainiennes des informations de ciblage, permettant des frappes de précision à longue portée avec des drones sophistiqués et de nouveaux missiles. En août 2024, lorsque l'Ukraine a sidéré le monde en franchissant la frontière et en pénétrant dans la région de Koursk, première prise de territoire russe par une armée étrangère depuis la Seconde Guerre mondiale, le travail de reconnaissance de ces services a révélé les faiblesses opérationnelles locales. La guerre secrète et la guerre conventionnelle se renforçaient. À chaque renseignement exploité, l'Ukraine repoussait la ligne de front, déstabilisait les services russes et facilitait la collecte d'informations pour la prochaine avancée. Tout cela s'est concrétisé au début du mois de juin 2025 lors de la désormais célèbre opération Toile d'araignée. Dans ce qui s'est révélé être un effort de 18 mois, les agents ukrainiens avaient introduit clandestinement des drones et du matériel de lancement en Russie, les dissimulant à l'intérieur de cabanes en bois construites, pour ressembler à des maisons préfabriquées ordinaires montées sur des camions. Le jour de l'attaque, les toits des cabanes se sont ouverts à des points de déploiement, près de plusieurs bases aériennes russes. L'une des cibles était Belaya, en Sibérie orientale, qui se trouve à plus de 4000 km de l'Ukraine. Les drones sont arrivés en masse et ont endommagé 2 bombardiers. Tu-95 et 2 Tu-22 M3, que la Russie utilisait pour lancer des missiles de croisière sur les villes ukrainiennes, et qui était l'une des rares options capables de transporter des missiles nucléaires. Le SBU ukrainien a d'abord déclaré avoir touché 41 appareils éliminant environ un tiers des porteurs stratégiques de missiles de croisière russes, et que les dégâts s'élevaient à environ 7 milliards de dollars. La société de renseignement en défense Janes a utilisé des images satellites pour estimer que la frappe avait détruit environ 12 appareils et en avait endommagé plusieurs autres. Un haut responsable de l'OTAN a estimé qu'environ 10 à 13 appareils avaient été détruits et près de 40 endommagés, soit un 5e de l'aviation opérationnelle à long rayon d'action de la Russie hors service. Peu importe le chiffre, la Russie ne construit plus ses bombardiers aujourd'hui. Chaque perte est donc définitive et nuit à sa capacité de projeter sa puissance. Et la dernière campagne menée par les services secrets visait l'économie russe. Et c'est ici que l'on retrouve l'empreinte de la CIA. Une enquête du New York Times a révélé que des agents de la CIA et des planificateurs militaires américains ont aidé l'Ukraine à affiner sa campagne à longue portée contre le secteur énergétique russe. Au lieu de frapper les raffineries au hasard, la planification visait les composants les plus difficiles et longs à remplacer. Dans un cas décrit dans ce reportage, un expert de la CIA a identifié un coupleur de raffinerie spécifique dont la destruction pourrait mettre une installation hors service pendant des semaines. La même logique s'applique à la flotte fantôme russe, de vieux pétroliers utilisés par Moscou pour transporter dans le monde entier du pétrole visé par des sanctions et financer sa guerre. La CIA a également été autorisée à soutenir certains aspects de cet effort. Débutée en 2014 comme aide à la reconstruction d'un service de renseignement défaillant, l'opération était devenue 10 ans plus tard une campagne conjointe pour étrangler la source financière de la machine de guerre russe. Et la dimension politique plus large est tout aussi importante. Après l'affrontement public entre le président Donald Trump et le président Zelensky en février 2025, Washington a temporairement suspendu la coopération en matière de renseignement avec Kyiv. Et publiquement, il semblait que cela marquait la fin du partenariat entre la CIA et le SBU. Mais la pause s'est avérée de courte durée. Le partage de renseignements a été rétabli en mars 2025, permettant à la CIA et aux services de renseignement ukrainiens de reprendre leur étroite coopération. La raison est simple. Autant l'Ukraine dépendait du soutien de la CIA, autant la CIA bénéficiait de la présence d'agents ukrainiens profondément infiltrés en Russie. L'Ukraine comprend la Russie d'une façon que les services de renseignement occidentaux ne peuvent pas reproduire, ce qui en fait un partenaire clé pour les opérations de renseignement, non seulement en Ukraine et en Russie, mais aussi partout où Moscou exerce son influence, notamment au Moyen-Orient. Comment cela s'inscrit-il dans le conflit au sens large ? Le pouvoir de Poutine repose sur l'idée que la Russie
a des griffes plus acérées que l'Ukraine, et finirait inévitablement par l'emporter, et que les services secrets russes pourraient infiltrer l'Ukraine et la maintenir déséquilibrée, l'amenant progressivement dans la sphère d'influence géopolitique de la Russie. Mais si cela pouvait être vrai avant 2014, la dernière décennie a vu un renversement de la situation en faveur de l'Ukraine. Quand les chefs du renseignement ukrainien sont sortis de l'ombre, ils ont prouvé qu'aucun endroit en Russie n'était vraiment intouchable. Peut-être qu'un jour, ces mêmes chefs du renseignement seront responsables de la chute de Poutine, alors qu'il commence à perdre le soutien populaire de ceux-là même qu'il a aidé à porter au sommet du gouvernement. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de tous les développements de la guerre en Ukraine et de la géopolitique mondiale.